Bonjour, dans le cadre de l'accès au savoir et de la diffusion des sciences, le campus Arts et Métiers de Paris présente un podcast intitulé Paroles d'Arts et Métiers. Bienvenue à toutes et à tous dans cet épisode dans lequel nous parlerons de l'évolution de l'industrie avec le directeur de l'École nationale d'Arts et Métiers, Laurent Champanet. Bonjour Laurent Champanet. Bonjour. Pour commencer, nous indiquerons quelques éléments de votre parcours. Vous êtes agrégé en sciences industrielles de l'ingénieur, diplômé de l'École normale supérieure Paris-Saclay. Vous avez soutenu un doctorat à l'ENS Paris-Saclay en 1996 sur le thème « Une nouvelle approche modulaire pour l'analyse d'assemblage de structures tridimensionnelles ». Vous avez enseigné à l'Université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines, puis à l'ENS Paris-Saclay, où vous étiez directeur du département de génie mécanique. En 2009, vous êtes professeur invité à l'Université de Californie à Los Angeles. Votre histoire avec Arts et Métiers commence en 2012, lorsque vous rejoignez l'établissement en tant que directeur général adjoint aux formations pour y mener une réforme pédagogique afin d'adapter les formations aux besoins de l'industrie du futur. En juin 2021, vous prenez les fonctions de président de la Conférence des grandes écoles. Vous êtes également président du jury de l'agrégation de sciences industrielles de l'ingénieur, option ingénierie mécanique. Vous êtes nommé directeur général d'Arts et Métiers à compter du 27 février 2017. Vous avez été renouvelé dans vos fonctions de directeur général d'Arts et Métiers en 2022 pour une durée de 5 ans. Et vous venez d'être réélu le 20 juin 2023 en tant que président de la Conférence des grandes écoles qui rassemble 238 grandes écoles françaises. Merci Laurent Champanet d'être avec nous et bienvenue dans ce podcast. Merci pour cette invitation. Arts et Métiers et l'école de l'industrie. Pourriez-vous nous expliquer ce qu'est l'industrie aujourd'hui ? Alors l'industrie aujourd'hui, je vais vous donner ma définition. L'industrie, c'est la production de biens et de services en continu avec un débit maîtrisé et une qualité maîtrisée. Ça veut dire que c'est des biens et des services qui sont là pour répondre aux besoins massifs de la société. Ça veut dire par exemple que l'hôpital, qui fournit des services en continu, avec une qualité bien évidemment maîtrisée, c'est un système industriel, c'est une industrie. Donc moi je donne une définition très large de l'industrie, qui va effectivement des métiers plus classiques de l'industrie manufacturière, mais jusqu'à la santé et à la culture. Alors, pourquoi, selon vous, l'industrie n'est pas attractive auprès des jeunes ? Alors, parce que, justement, on a tendance, quand on parle d'industrie, à ne montrer qu'une industrie manufacturière, donc un seul pan de l'industrie au sens large, celle que je l'ai définie avant, et d'en montrer que les aspects négatifs, à la fois sur le plan écologique, c'est des grosses cheminées qui fument, sur le plan aussi social, c'est-à-dire une industrie qui produit des choses dont on n'a pas besoin, et puis aussi d'un point de vue social, une industrie qui avilit les gens en les mettant dans un travail continu, à la chaîne, inintéressant, la nuit, le jour, tout le temps, quoi. Voilà. Et donc du coup, c'est cette image-là qui est renvoyée, sachant qu'en plus, c'est la seule image qu'on voit de l'industrie dans la culture. C'est-à-dire que vous ne voyez pas un film, ça ne se passe pas dans l'industrie, une série, ça ne se passe pas dans l'industrie. Jamais. Alors, la seule fois où on voit l'industrie, où on voit une usine, c'est pour y parler de grève, de mouvement social, des choses comme ça. Donc du coup, pour les jeunes, il y a cette image qu'on a vu dans quelques romans anciens de Zola, qu'on voit dans quelques séries comme Peaky Blinders, où vous avez vraiment les trucs qui fument tout le temps. Et puis c'est tout. Voilà. Et puis, parfois, de temps en temps, dans un film, un truc tout sale, où il y a un mouvement social, quoi. Voilà. Donc, il y a une impossibilité pour les jeunes de se projeter dans l'industrie. Et il y a une difficulté supplémentaire qui est que un système industriel, c'est quand même quelque chose qui est très organisé, qui est très rythmé, qu'on peut difficilement venir visiter,
soit pour des raisons de sécurité, soit pour des raisons sanitaires, soit pour des raisons où on ne peut pas déranger l'organisation. Donc c'est difficile de maîtriser. Donc pour les jeunes, à part cette image négative, il n'y a rien qui peut faire envie, sauf de discuter avec des gens, mais c'est un peu compliqué, quoi. D'accord. Alors justement, comment est-ce qu'on pourrait changer justement cette image un peu réductrice ? Alors je pense qu'il faut effectivement revenir à cette définition que j'ai donnée tout à l'heure, c'est-à-dire dire d'abord, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'industrie ? C'est parce que la société a des besoins massifs, parce qu'on est très nombreux dans la société, des besoins qui sont des besoins vitaux, hein, c'est se nourrir, se loger, se chauffer, se soigner, des besoins peut-être un peu moins vitaux, mais qui sont se déplacer, se cultiver, et que les systèmes un peu locaux, artisanaux, qui produisent un petit peu, ne suffisent pas à répondre à ces besoins massifs. Et donc du coup, redonner l'idée que si l'industrie existe, c'est parce que la société a des besoins vitaux et qu'il faut y répondre, et qu'il faut y répondre en masse, c'est déjà un élément intéressant. Et puis effectivement, montrer déjà toute la diversité de ce qu'est l'industrie, et pas seulement des usines qui polluent, mais aussi des choses qui font bien. Donc je pense qu'il y a vraiment un effort à faire dans le champ de la culture. Bon, amener, pourquoi est-ce que une série qui parle de sujets de société et d'amour, tout ça, elle se passe chez un boulanger ou chez un notaire, et pourquoi elle ne se passe pas dans une usine ? Vous voyez, c'est des choses comme ça, des choses un peu bêtes pour montrer que l'industrie, c'est un lieu de vie. Il y a des gens qui s'épanouissent, il y a des gens qui y passent beaucoup de temps, il y a des gens qui se rencontrent, il y a des gens qui s'aiment, il y a des gens qui vivent, il y a des gens qui meurent. Il s'y passe des choses comme dans un magasin. Voilà. Et puis, effectivement, vous parlez d'industrie verte, pour montrer que, comme la société de manière générale doit réduire son impact sur l'environnement et améliorer les relations entre les femmes et les hommes, le vivre ensemble, l'industrie, elle s'adapte aussi, et elle est consciencieuse de son impact. Voilà. C'est-à-dire que ramener cette idée que cet outil industriel qui produit pour nous parce qu'on en a besoin en masse, si le fait qu'il produise, ça dégrade notre environnement ou ça dégrade nos relations, c'est pas bon. Donc effectivement, l'industrie, elle bouge dans cette direction-là. Quel lien existe entre arts et métiers et l'industrie ? Alors, le lien primaire, c'est que arts et métiers a été créé pour la création de l'industrie. Donc on était à la fin du XVIIIe siècle. On avait essentiellement des systèmes artisanaux, du travail manuel, et parce qu'il y avait beaucoup de monde, il a fallu, alors on était plutôt en Europe, il a fallu commencer à produire en masse. Et un moyen de passer d'un système artisanal et de travail manuel à quelque chose de plus organisé et de plus productif, ça a été de mécaniser l'industrie. Et donc du coup, à cette époque-là, c'était la première révolution industrielle, voilà, donc qui correspondait à la création de l'industrie. Là, on a commencé à organiser, à mécaniser. Il a fallu former des gens qui puissent faire cette première révolution. Et il y a des gens, alors il y a notre fondateur, le duc de La Rochefoucauld-Liancourt, mais il y en a d'autres qui se sont dit, pour pouvoir faire ça, il faut former des gens qui connaissent des champs scientifiques, ce qu'on appelait les arts à ce moment-là. Donc c'était la connaissance scientifique et la façon dont on l'enrichit et dont on la transmet. Mais si ces gens-là ils veulent être pertinents pour changer l'industrie, il faut qu'ils connaissent aussi les métiers. Voilà. Et donc du coup, et là est né le terme arts et métiers. Et ensuite, cette industrie, ces systèmes industriels, ils ont continué à évoluer, à faire leurs différentes révolutions. Et l'école, elle s'est adaptée à partir de ça. Donc, première révolution industrielle, on était sur une base très génie mécanique parce qu'il fallait mécaniser l'industrie. La deuxième révolution industrielle, c'est l'électrification, c'est l'apparition de l'électricité. Donc, nous, on a complété notre base de connaissances sur l'aspect génie électrique, génie énergétique, la gestion de l'énergie. La troisième révolution industrielle, c'était l'organisation industrielle, la robotisation, la gestion des flux, voilà. Et là, nous, on a élargi sur une base génie industriel. Donc, on a ces trois piliers. Voilà. Et là, aujourd'hui, on vit la quatrième et peut-être la cinquième révolution un peu en même temps. La quatrième, c'est le digital, la digitalisation de l'industrie. Donc, nous, il faut qu'on monte en compétence sur cet aspect digitalisation. On a commencé à le faire. On a beaucoup de compétences en interne. Et puis, en même temps,
il y a l'aspect environnemental, donc réduction de l'impact environnemental de l'industrie, qui est un système extrêmement large, sur lequel on a beaucoup de compétences et qu'on doit exploiter. Les femmes sont minoritaires dans l'ingénierie, mais également dans le secteur industriel. Quelle place peuvent-elles occuper dans ces domaines et quel rôle ont-elles à jouer dans le monde industriel actuel et futur? Alors effectivement, les femmes sont minoritaires en nombre dans l'ingénierie. Une école comme la nôtre, il y a à peu près, ça dépend des années, mais entre 15 et 18% de jeunes femmes qui rentrent dans notre école, dans les formations d'ingénieurs. Donc c'est très peu. Il y a effectivement cette minorité, on la retrouve du coup forcément dans la population des personnels qui travaillent dans l'industrie. Alors, dans l'industrie, par rapport à la définition que j'ai donnée tout à l'heure, vraiment plutôt dans l'industrie manufacturière, celle qui produit des biens. Dans les industries de services, l'industrie de santé, de culture, il y a beaucoup plus de femmes. Quand on parle d'industrie du cinéma, dans le monde de la culture, il y a beaucoup de femmes. Donc la problématique qui est la nôtre, puisqu'nous on est sur des champs très industrie manufacturière, c'est effectivement ce manque de femmes. C'est quelque chose qui est... les origines, elles sont multiples. Il y a quelque chose d'historique où il y avait un certain nombre de travaux qui étaient manuels et il y avait un problème de force physique qui faisait que c'était majoritairement des hommes qui étaient présents. Ce temps-là, puisqu'on est passé à de la robotisation, à l'accompagnement du geste, ce temps-là, il est complètement terminé. Il n'y a plus aucune raison physiologique pour qu'une femme ne puisse pas faire le même métier qu'un homme dans l'industrie. Maintenant, je pense qu'on est confronté à des questions, alors j'ai dit tout à l'heure, des questions culturelles, c'est-à-dire que des parents ne vont pas forcément imaginer leur fille dans un métier, dans l'industrie, ils ne vont pas forcément l'encourager, même sans que ça soit dit, ça peut être seulement du non-dit, voilà. Il y a aussi du coup, de fait, des milieux qui sont très masculins, qui peuvent ne pas donner envie à une jeune femme de les rejoindre. Donc on sait que ce changement, c'est un processus qui est lent, mais qui est vital. Alors, vital, pourquoi? Parce que, si je reviens à la définition que j'ai donnée tout à l'heure, une industrie, elle produit des biens et des services pour répondre aux besoins de la société. Dans la société, il y a toute la diversité, il y a autant d'hommes que de femmes, donc il est naturel que dans le corps social de l'industrie, il y ait la même diversité que dans la société. Alors c'est vrai pour les questions femmes-hommes, mais c'est vrai après pour toutes les questions, toutes les autres formes de diversité. Et je pense que les entreprises l'ont bien compris. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si les entreprises veulent recruter plus de femmes, c'est pas parce qu'il y a une question de quota, c'est une question effectivement d'intégrer dans la réponse qu'on met à la société l'avis de toute la diversité de la société pour être le plus efficace, etc. En gros, le temps où on disait qu'un produit qui sert pour une femme, il est conçu par des hommes, il est présenté à un panel de femmes qui donnent son avis, et puis on a une boucle de conception comme ça, il est terminé. Maintenant, il faut absolument qu'il y ait des femmes dès le début. Et puis, aujourd'hui, où on est face à des enjeux, et en particulier des enjeux de sauvegarde de la planète, de sauvegarde des femmes et des hommes, il est indispensable d'intégrer les femmes dans cette réflexion. Parce qu'en gros, on se prive de la moitié, alors un peu moins, mais de la moitié des cerveaux disponibles pour ça. Et avec... alors, les gens n'aiment pas toujours que je dise ça, mais je le dis quand même. Les femmes ont toujours plus de sensibilité par rapport à la protection des autres, par rapport à la protection de la planète. Les femmes commettent moins de crimes, elles commettent moins d'agressions, elles sont plus dans la protection. Et donc, du coup... pour transformer l'industrie, pour la rendre plus protectrice de l'environnement et des femmes et des hommes, il faut absolument des femmes. Et ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Voilà. Donc, sans les femmes, le verdissement dont on parlait tout à l'heure de l'industrie aura du mal à se faire. Et donc, du coup, c'est important, effectivement, que rapidement, on change cette image de l'industrie pour pouvoir y faire venir des jeunes femmes ou des moins jeunes, c'est pas le problème, et toutes sortes de diversité pour effectivement... faire cette transformation industrielle qui permettra de continuer à produire en masse des biens et des services, mais de manière respectueuse de l'environnement et des femmes et des hommes. Laurent Champanet, pour terminer, comment définiriez-vous l'ingénieur arts et métiers? Alors,
Aujourd'hui, la définition qu'on en donne, c'est un travail qu'on a fait avec les élèves et avec les anciens élèves à la fin de l'année 2022 et qu'on a commencé à exploiter début 2023. On présente les ingénieurs arts et métiers comme ce qu'on a appelé les leaders des industries responsables. Alors, pourquoi est-ce qu'on a pris ce terme-là? Alors déjà, on vient d'en parler, on a pris un terme anglo-saxon leader, justement pour ne pas avoir de problématique de féminin masculin. Hein, donc les leaders sont des femmes et des hommes. Ça veut dire que c'est des gens, ces ingénieurs et ingénieureux, arts et métiers, c'est des gens qui guident les autres, qui montrent le chemin vers une nouvelle forme d'industrie et qui entraînent les autres. Je vais y revenir. On a voulu indiquer le terme industrie avec un S pour montrer justement toute la diversité des champs industriels dont on a parlé avant. Donc leader des industries. Et puis responsable, je viens d'en parler, c'est ces industries qui répondent aux besoins de la société tout en étant responsables vis-à-vis de l'environnement et vis-à-vis des gens. À la fois les gens qui sont dans l'entreprise, puis les clients et puis ceux qui sont autour. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on a présenté les choses. Alors, en se donnant des responsabilités différentes, c'est-à-dire que nous, l'école, on est là pour former ces leaders. Les anciens élèves sont là pour être ces leaders en question, c'est-à-dire que ça les implique aussi dans leur comportement de montrer ce qu'est un leader dans le champ des industries responsables. Et puis du côté des élèves, c'est aussi de faire en sorte que les activités collectives que font les élèves soient là aussi pour préparer cet aspect, en particulier cet aspect leadership et cet aspect de responsabilité. Alors, dans notre esprit, ça veut dire que cet aspect leader des industries responsables, c'est une promesse qu'on fait aux jeunes. Dire, vous êtes jeune, vous avez envie d'avoir un impact fort sur le monde, c'est-à-dire servir la société, réduire l'impact de la vie des hommes sur la planète, améliorer les relations humaines. Venez aux arts et métiers, vous deviendrez un leader qui va transformer ces industries pour les rendre responsables. Et quand on creuse un peu, on dit que c'est dans le champ des industries qu'on peut être le plus impactant. Voilà. La sidérurgie aujourd'hui, je crois que c'est quelque chose comme 10% des émissions de CO2 en France. Donc si on vient changer les choses là, on va être extrêmement impactant. Beaucoup plus impactant qu'en arrêtant de se déplacer en voiture pour se déplacer en train à titre personnel, quoi. Voilà. Donc il y a vraiment, on cherche à dire qu'il y a vraiment, dans le champ industriel, il y a vraiment des endroits où on peut être extrêmement, extrêmement impactant. C'est aussi une promesse qu'on fait aux entreprises en disant c'est chez nous que vous allez pouvoir trouver ces leaders, ces gens qui vont embarquer tout le monde pour transformer vos entreprises. Ça veut aussi dire que si vous avez des gens chez vous que vous avez besoin de reformer, vous pouvez venir les former chez nous dans le champ de la formation continue. Ça veut aussi dire que ces leaders, ils ont besoin d'outils, ils ont besoin de technologies pour changer les choses. Nous, on produit aussi des innovations dans nos laboratoires, donc on peut les trouver ici. Voilà. Et puis, je pense que ça, c'est un sujet qu'on n'a pas encore travaillé, mais qu'il va falloir qu'on travaille à partir de 2023-2024, qui est la question de nous, en interne, qui on est. C'est-à-dire qu'il faut qu'on montre que Arts et Métiers, l'établissement, est un leader dans le champ des industries responsables. Et que ça nous implique, nous tous, les personnels des arts et métiers, sur comment on se comporte, comment on montre l'industrie à l'extérieur, comment on communique à l'extérieur, pour pousser cette idée de leader des industries responsables. Et puis aussi, vous savez, c'est pas toujours facile de recruter des personnels dans l'établissement. Parce que typiquement les personnels techniques qui sont sur nos plateformes technologiques, c'est un peu une denrée rare parce qu'ils ont un savoir-faire important. Les personnels administratifs, tous les établissements d'enseignement supérieur en manquent, donc on va aller chercher un peu partout. Les enseignants et les enseignants-chercheurs dans nos disciplines, il n'y en a pas beaucoup sur le marché, donc c'est difficile de les trouver. Donc pouvoir montrer une image, de dire venez aux arts et métiers et vous contribuerez à ce leadership dans le champ des industries responsables, je pense que ça peut être une image qui est intéressante pour l'établissement. Merci Laurent Champanet d'avoir accepté de participer à ce podcast Paroles d'Arts et Métiers.
Ce podcast, ainsi que les suivants, est disponible sur la chaîne YouTube d'Arts et Métiers. Il a été créé sous l'impulsion du campus Arts et Métiers de Paris. Production, montage et habillage sonore, Jean-Marc Rousseau. Moyens techniques, ICIFTech. Nous remercions la Direction générale d'Arts et Métiers, la directrice de la direction marketing, communication et fundraising, Aurore Friedlander. Nous remercions également l'ICIFTech et le campus Arts et Métiers de Paris pour leurs apports et leur soutien. N'hésitez pas à consulter le site web artsetmétiers.fr où vous trouverez des informations sur la recherche, les formations et les diverses activités réalisées à Arts et Métiers. Vous étiez avec Carole Vanoun. Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés et nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour un nouveau podcast.